Et si on parlait de sport, la chronique. Et si le football racontait la plus grande histoire du sport mondial ? Aujourd'hui, et si on parlait de sport, vous invite à embarquer pour un voyage exceptionnel au cœur de la Coupe du Monde de football avec une série inédite de 22 chroniques consacrées à la plus prestigieuse des compétitions. Des exploits qui ont fait vibrer la planète, des matchs devenus légendaires, des champions entrés dans l'histoire et des émotions gravées à jamais dans la mémoire de supporters. De l'Uruguay en 1930 jusqu'au Mondial 2026, nous allons parcourir ensemble près d'un siècle d'histoire du football mondial. Une aventure proposée par Et si on parlait de sport avec le soutien de la Ligue de football d'Occitanie et de ses 12 districts que nous remercions pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. À chaque chronique, un invité passionné nous accompagnera pour revivre les moments forts, les anecdotes et les grandes pages qui ont façonné la légende de la Coupe du Monde. Alors préparez-vous à remonter le temps, à revivre les plus grands moments de football mondial. Et si on parlait de sport, spécial Coupe du Monde de football, c'est maintenant. Et aujourd'hui, nous allons revivre ensemble la 22e Coupe du Monde de l'histoire organisée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. Une Coupe du Monde unique à bien des égards, la première organisée au Moyen-Orient, la première disputée en hiver, une compétition entourée de nombreuses polémiques qui nous a offert l'une des plus belles finales de tous les temps. Et pour nous accompagner, nous recevons Nicolas Comel-Salver qui est chargé d'événementiel et de communication à l'association Un Maillot pour la Vie, mais c'est aussi un grand passionné de football. Bonjour Nicolas. Salut Laurent, merci pour l'invitation. Alors Nicolas, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Lorsqu'on évoque le Qatar 2022, beaucoup de souvenirs remontent immédiatement. Quel est le premier qui te vient à l'esprit ? Mais écoute Laurent, moi je t'avoue que comme tu l'as dit, en étant un grand passionné de football, moi c'est la finale. C'est la finale qui me vient en premier à l'esprit, puisque voilà, pour le coup, sans hésiter, je repense à ce scénario incroyable, probablement le plus spectaculaire de l'histoire des Coupes du Monde. Parce que bon, même au-delà de la finale, cette Coupe du Monde, voilà, ça représente l'aboutissement de deux générations entre Kylian Mbappé et la Pulga Lionel Messi. Celle de deux grands champions. Alors voilà, c'est un scénario fou, 2 buts remontés en une douzaine de minutes par l'homme des Bleus, l'homme d'un peuple. Messi qui représente d'un côté tout un pays et une équipe où il y a 10 chiens, je dirais, derrière lui. Et Mbappé, voilà, une nation également derrière lui, mais surtout un collectif avec ce qui semble être pour moi, on en reviendra sûrement après, le meilleur joueur de la compétition sur cette édition-là, mais sans hésitation, la finale de la Coupe du Monde. Oui. Alors, avant d'aller sur le terrain, parce qu'on est déjà parti là, il faut quand même rappeler que cette Coupe du Monde est historique pour son attribution. Ouais, écoute, pour le coup, on se souvient qu'elle a énormément fait débat. Voilà, lorsque le Qatar est désigné organisateur en 2010, c'est une surprise mondiale pour tout le monde. Le pays étant petit, il n'a jamais participé à une Coupe du Monde avant 2022. Et c'est surtout voilà, les températures estivales qui dépassent souvent les 40 degrés. Tout le monde pense que c'est de la folie d'aller se mettre dans un endroit où il n'y a pas de stade finalement. Exactement. Et puis pour le coup, on va savoir que c'est controversé puisqu'elle a fait et fait encore énormément de débats par rapport aux conditions de vie, notamment pour ceux qui ont dû construire ces fameux stades. Parce que voilà, il n'y avait pas comme tu le dis, pas de stade et en quelques temps, il a fallu les construire. Et surtout des stades assez modernisés par rapport aux conditions de vie qu'il y avait là-bas, température qui dépasse... Et qui provoque aussi un changement historique de déplacer la date de la compétition. Exactement, parce que première compétition en hiver, alors... On y reviendra lors des questions suivantes, mais voilà, ça bouleverse les calendriers des équipes pro. Les joueurs sont pas habitués à faire une Coupe du Monde en hiver, et puis même pour le public, c'est un changement qui est notoire. Et c'est la première fois depuis 1930, puisqu'on a vu déjà tout un tas de chroniques avant celle-ci. Et c'est la première fois que la Coupe du Monde ne se déroule pas en juin-juillet. Et cette décision bouleverse, comme tu l'as dit, beaucoup de calendriers. C'est ça. Les championnats européens sont interrompus en pleine saison. Les joueurs arrivent parfois fatigués, mais aussi en pleine forme physique, puisque ils sont en plein exercice. Ça contribue sans doute à la qualité générale du tournoi qu'il y a eu lors de cette édition. Après, ça a fait certes une surcharge pour les corps et les organismes avec cette Coupe du Monde qui se trouve en plein milieu des championnats.
mais c'est assez bien choisi finalement, bon, ne serait-ce que pour les conditions, mais aussi pour le jeu, comme tu as dit, puisque pour le coup, ils sont en plein milieu de la saison, donc normalement au top et au pic de leur forme physique, mais ça a pu poser souci au club, puisque les grosses échéances, notamment pour les plus gros clubs européens, ça, voilà, quand on parle de Ligue des Champions, c'est souvent à partir de la seconde partie de saison et donc après la Coupe du Monde. Donc je me souviens de certains clubs qui faisaient un petit peu la tête. Ouais, ça a été difficile à gérer. On va parler un peu de cette équipe de France qui est donc championne du monde en titre depuis 2018. Elle arrive avec de grandes ambitions, mais aussi avec beaucoup de blessures, si on se rappelle bien. Oui, parce que voilà, quelques semaines avant la compétition, notre DD national perd successivement Paul Pogba, N'Golo Kanté et Nkunku qui se souvient-on, faisait une saison énormissime avec Chelsea. Et juste avant le premier match, c'est le Ballon d'Or 2022, Kabeno Ebe, Karim Benzema, qui lui aussi est obligé de déclarer forfait. Alors à ce moment-là, beaucoup d'observateurs pensent que les Bleus auront du mal à conserver leur titre, ce qui est normal. Mais voilà, à l'image de 2018, on a quand même gardé une ossature et un collectif assez important. Et on sait très bien que le leader de toute cette nation-là, c'est Kylian Mbappé. Et en démontre sa finale, il a été stratosphérique. Alors pour les superstitieux, à chaque fois qu'il y a eu un champion du monde depuis 2006, depuis l'Italie, la Coupe du Monde d'après, le champion en titre se fait sortir. Voilà, pour l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014 et l'Allemagne en 2018. Mais là, très vite, l'équipe finalement répond sur le terrain. Ah oui, parce que pour le coup, après quand même un début en mode diesel, ils ont eu quand même des grosses échéances avec notamment l'Angleterre et les équipes qui ont suivi. Le Maroc qui a été une grosse surprise à ce moment-là en demi, mais c'est monté crescendo et ça a fait du bien, on l'a vu, pour arriver jusqu'en finale. Et quelle finale! Alors, je te ramène sur le premier match quand même, parce que c'est là où ça démarre quand même l'osmose avec la France qui bat l'Australie 4-1. Et on découvre notamment l'importance d'un Olivier Giroud. Oui, pour le coup, qui rejoint un record de buts de Thierry Henry. Puis les Bleus dominent en fait le Danemark et se qualifient rapidement. Donc voilà, c'est ce que je disais, on sent un groupe fort en train de se construire. Comme à l'image de 2018, il y a toute l'équipe qui se fédère autour de Kylian, qui lui montre dès le début avec Olivier Giroud que ce sont les hommes forts de la compétition. Et puis voilà, ce sont des premiers matchs assez faciles malgré tout, avec notamment la victoire contre l'Australie 4-1. Et après voilà, Giroud qui bat le record, et dans la foulée le Danemark où il y a la qualification assez rapidement, et là on se projette sur le vif du sujet, c'est-à-dire les phases finales. Alors justement, on a bien noté que cette Coupe du Monde marque aussi l'avènement définitif de Kylian Mbappé qui devient meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations. On a par la fois l'impression qu'il peut faire basculer le match à lui tout seul. Bah oui, comme tu dis, c'est l'homme de cette compétition. Il est déjà champion du monde 2018, donc il arrive avec un statut différent justement que cette année-là. Mais au Qatar, on voit clairement qu'il franchit un cap, parce qu'il termine meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations. C'est déjà très fort, mais c'est pas 8 buts entre guillemets de renard des surfaces. Il va vraiment se les chercher. On sent vraiment que de par sa vitesse, sa capacité à éliminer et bien évidemment son efficacité devant le but, il arrive à faire la différence. Et en plus de ça, le collectif derrière suit. C'est pas comme si c'était qu'un seul joueur et un collectif très moyen derrière comme certaines petites nations. Non, là, à l'occurrence, c'est là où on voit toute l'importance d'un joueur comme ça qui est vraiment fédérateur et meneur avec un collectif aussi bien huilé que celui de l'équipe de France à ce moment-là. Alors justement, il y a ce fameux match face à la Pologne en 8e de finale où il réalise un match exceptionnel avec 2 buts magnifiques. Voilà, c'est ça. C'est à ce moment-là que face à la Pologne de Robert Lewandowski en 8e de finale, il arrive à réaliser un match exceptionnel avec ce doublé. Il devient véritablement un leader offensif à ce moment-là, puisque voilà, ne serait-ce que de par les buts qu'il met, la frappe enroulée en lucarne, et voilà, ce moment de la compétition quand même assez important, puisqu'on est dans les phases finales comme je l'ai dit, et c'est là où il ne faut pas se louper.
il arrive à faire ce qu'il faut. Alors il y en a certains qui seront détracteurs de la personne en fonction de son statut par rapport à son club et à ce qu'il en était au PSG, mais voilà, n'importe quel connaisseur de football parlera avec réalisme et dira que c'est grâce à lui et ce cap qu'il a pris qu'on en est arrivé là. Alors les Bleus avancent ensuite vers les sommets puisqu'on arrive en quart de finale et ils affrontent l'Angleterre. Et c'est ça, les Three Lions, direction les quarts de finale. Alors pour ceux qui se souviennent... Match compliqué. Ah ouais, voilà, exactement. Pour ceux qui se souviennent, merci Kane, grâce notamment à un superbe but d'Aurélien Tchouaméni. Bon, déjà c'est un milieu qui marque et puis c'était un moment où on l'avait un petit peu dur. Et une réalisation d'Olivier Giroud de la tête sur un centre en fin de match. Voilà, c'est quand même une victoire 2-1. On se souvient qu'Harry Kane envoie une frappe qui a fini dans mon jardin à ce moment-là sur penalty. On le remercie d'ailleurs, mais c'était un match assez compliqué puisque pour le coup il y avait eu aussi l'affaire entre Kyle Walker et Kylian Mbappé sur qui était le plus rapide. Est-ce que justement l'anglais allait pas mettre le français dans sa poche? Mais bon, on a bien vu que c'est un France-Angleterre. Oui, que ça soit dans n'importe quel sport, c'est toujours un match particulier. Mais non, on a réussi à faire ce qu'il fallait grâce justement à ce collectif et à Kylian qui a fait ce qu'il fallait. Mais là, en l'occurrence, merci Aurélien pour ta frappe et Olivier pour ta tête. Mais à ce moment-là, voilà, direction les demi-finales. Voilà, avec le Maroc. Voilà, c'est ça, où on arrive à dominer les Marocains. Alors bon, c'est la première nation africaine de l'histoire à arriver à ce niveau-là. Pour le coup, on les attendait pas forcément à ce niveau, mais bravo à eux, ils ont réussi à se hisser dans le dernier carré. Début de Théo Hernandez et Randal Kolo Muani qui nous envoient en finale. Une deuxième finale consécutive, un exploit exceptionnel puisque voilà, comme je l'ai dit, les champions du monde sortants se sont fait sortir au premier tour les années précédentes. Alors justement, il y a un autre côté du tableau, comme on dit, avec l'Argentine qui poursuit également son rêve de son côté avec un certain Lionel Messi, pardon. Peu connu, Léo Messi. Oui, cette Coupe du Monde, pour le coup, c'est celle également de Léo, de Lionel Messi. Alors voilà. Après avoir tout gagné ou presque, il lui manquait ce trophée, toujours dans la concurrence avec un certain Portugais, Cristiano Ronaldo. Pour le coup, après une défaite contre l'Arabie Saoudite lors du premier match qui en avait surpris plus d'un, beaucoup pensent que l'Argentine va souffrir, ce qui est normal puisque nous on arrive avec la baraka. Mais elle se relève, Messi élève son niveau comme on le sait, puisque voilà, il amène tout un pays derrière lui, comme je l'ai dit, toute une nation. Il a 10 mecs derrière lui qui sont ses valeureux soldats et pour le coup ces mecs-là peuvent partir au combat avec Messi en leader les yeux fermés. On sent que cette équipe est prête à tout pour offrir à son capitaine la voix et le seul trophée qui lui manque à son immense palmarès. Et là finalement on a un match dans le match génialissime entre la nouvelle génération et la plus vieillissante. Alors le 18 décembre 2022, oui, vous avez bien compris, c'est bien le mois de décembre, le stade Lusail, près de 80 000 spectateurs dans les tribunes et plus d'1 milliard de téléspectateurs devant leur écran pour un France-Argentine. Kylian Mbappé face à Lionel Messi, champion du monde en titre contre double champion du monde. Nicolas, avant le coup d'envoi, est-ce qu'on sent cette finale particulière ? Ah ben oui, très clairement. Pour le coup, on a vraiment le sentiment d'assister à un passage de témoin entre les deux générations. On a d'un côté en fait Léo Messi qui est lui sur ses 35 ans, qui dispute probablement sa dernière Coupe du Monde et qui cherche le seul trophée qui lui manque à son immense carrière qu'on ne présente plus. Et de l'autre côté, le jeune lion qui arrive, Kylian Mbappé, 23 ans. Seulement si je puis dire 23 ans, déjà champion du monde et considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et à l'occurrence, pour certaines personnes, c'est mon cas, le meilleur joueur de la compétition à ce moment-là. Cette affiche me fait rêver parce que c'est deux oppositions de style. Celle des Sud-Américains qui, elle, est un petit peu plus grinta avec ce côté un petit peu plus ferrailleur, avec la beauté et l'élégance que transpire Lionel Messi et l'élégance et la technique un petit peu plus supérieure de l'équipe européenne, la France. Donc voilà, ces deux oppositions de style qui sur le papier font que les chiffres de cette finale sont clairement justifiés. Alors pourtant, pendant plus d'une heure, cette finale semble tourner à l'avantage de l'Argentine.
Ben ouais, c'est normal. Pour le coup, c'est probablement ce qui rend la suite encore plus incroyable. L'Argentine réalise une entame exceptionnelle. Je parlais précédemment de la technique de la France. Pour le coup, le premier but, il vient limite en tiki-taka. C'est voilà, Angel Di Maria qui clôture un magnifique mouvement. Et la France, elle, pour le coup, elle est pas du tout au rendez-vous de sa finale. Elle est méconnaissable. On sent une équipe apeurée, diminuée physiquement, après plusieurs cas de virus dans les jours précédents notamment. Mais comme je l'ai dit, voilà, c'est deux oppositions de style. L'Argentine est vraiment rentrée dans son match en jouant la finale, tandis que la France, elle subit l'événement et subit juste une équipe qui a les crocs en face. Et pour le coup, ça se transcrit avec deux buts coup sur coup. L'ouverture du score arrive rapidement. C'est ça, à la 23e minute, avec un penalty sur une faute d'Angel Di Maria. Qui d'autre que Messi pour le tirer? Il s'avance face à Hugo Lloris qui lui n'a jamais été en plus de ça un grand adepte des pénaltys, et ça fait un 0 pour l'Argentine. Le rêve commence à prendre forme pour l'Albi Céleste, et ça va s'en suivre. Et quelques minutes plus tard. Et c'est ça, on assiste à l'un des plus beaux buts collectifs de cette Coupe du Monde. Façon grand Barça des années Guardiola 2010, une action partie du camp argentin avec une succession de plusieurs passes en une touche. N'importe quel amateur de foot apprécie ce mouvement, même si pour le coup, en étant français, on a un petit peu la rage. Je m'en souviens, j'étais devant la télé à ce moment-là forcément. Même si on félicite le mouvement, on est quand même assez dégoûté de la chose. Mais quel but et quelle entame de match pour les Argentins. On s'aperçoit qu'à cet instant, l'Argentine domine totalement. On n'imagine pas encore ce qui va suivre, puisque soudain, tout bascule. Exactement. Pendant plus de 75 minutes, la France ne parvient quasiment pas à exister. On se souvient du discours de Didier Deschamps et de Kylian Mbappé à ce moment-là dans les vestiaires, qui juste dit exactement ce que nous on a vu sur le terrain, c'est-à-dire que c'est eux qui jouent une finale de Coupe du Monde et pas la France. Donc forcément, au retour des vestiaires, il y a un visage différent, mais ça reste quand même assez compliqué face à une Argentine, elle, qui a 2 buts d'avance et qui joue son football. Mais à la 80e minute, soit 10 minutes avant la fin, Randal Kolo Muani, le grand entrant, obtient un penalty que Kylian Mbappé transforme. 2-1, le pied ne tremble pas malgré une pelouse qui, elle, était quand même très moyenne. Et les Bleus reprennent espoir. Et à peine le temps de respirer. Une minute plus tard, on assiste juste à ce qui me met encore les poils aujourd'hui. Un chef-d'œuvre, Marcus Thuram pour Kylian Mbappé. Ça part d'une récupération de balle de Kingsley Coman sur qui ? Sur Lionel Messi. Dans le cœur du jeu, Adrien Rabiot arrive à retrouver Randal Kolo Muani. Et dans la foulée, la balle arrive à Marcus Thuram. Marcus Thuram pour Kylian Mbappé. Et là, l'attaquant français enchaîne d'une reprise de volée monumentale, exceptionnelle. Le ballon finit au fond. Martinez ne peut rien faire et ça fait 2 partout. Moins de 2 minutes, la France est revenue de loin. Alors, mais cette finale n'a pas encore livré tous ses secrets exactement. Non, puisque on en est loin. On est loin de là. Les prolongations qui, elles, sont un moment assez tendu pour forcément les deux nations qui regardent, mais aussi pour la planète football. C'est quand même un moment hyper important, puisque à la 108e minute, Lionel Messi profite d'un ballon repoussé par notre portier français, Hugo Lloris, pour inscrire son 2e but de la soirée, qui répond justement au doublé de Kylian. Ça fait 3-2 pour l'Albi Céleste. Et à nouveau, tout le monde pense que c'est terminé, puisque pour le coup, en prolongation, l'équipe qui marque en premier prend un ascendant psychologique et physique sur son adversaire du soir. Mais encore une fois, qui c'est qui est là pour refuser de perdre un grand champion comme il en faut, comme on n'en fait pas deux. Kylian Mbappé, qui à ce moment-là inscrit son triplé en finale sur un penalty, un triplé juste monumental, parce que pour le coup il inscrit ce coup de pied arrêté, ce penalty, et il faut justement avoir les coronets, si je puis dire, pour justement la mettre une 2e fois à Martinez, et c'est juste monumental, une première depuis George Hurst en 66. Oui, donc c'est magnifique. On l'a vu dans les précédentes chroniques, George Hurst qui avait fait ce même résultat en finale. Alors donc on va sur la séance de tir au but sous haute tension. Il faut départager les deux équipes au tir au but. Ouais, c'est ça. Beaucoup diront que les tirs au but sont de la loterie. Ça c'est certaines personnes qui, à mon avis, n'ont jamais fait de football, mais étant pratiquant et grand passionné, on sait très bien que ça n'est pas le cas. Il y a certes
une part de chance, mais qui est très infime par rapport à ce qui peut se passer. Bien évidemment qu'une séance de pénalty est bossée et très compliquée. Et là, on est là justement pour départager ces deux équipes-là. Une conclusion terrible pour les joueurs puisque on se souvient du scénario, Lionel Messi marque le premier, il montre l'exemple, il montre la voie en capitaine. Qui c'est qui lui répond, Laurent ? Et Mbappé forcément, puisqu'à ce moment-là, il est là pour mettre un troisième penalty. Non mais c'est juste monumental, un troisième penalty à Emiliano Martinez. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Justement, le portier argentin réalise l'arrêt décisif sur Kingsley Coman. Et à ce moment-là, Aurélien Tchouaméni manque le cadre. Donc là, on se dit forcément que ça va être très compliqué. L'Argentine prend l'avantage. Finalement, Gonzalo Montiel transforme le dernier tir au but. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait 4 tirs au but à 2 pour l'Argentine. Le pays entier explose de joie et Messi est enfin champion du monde. Donc c'est quand même une performance monumentale. Alors Nicolas, malgré cette défaite, cette équipe de France a marqué les esprits. Absolument, perdre une finale, c'est toujours douloureux puisqu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Mais les Bleus ont démontré une force mentale extraordinaire pour revenir de 2-0 en quelques minutes et surtout à la fin de match. Après avoir été mené en plus de ça 3-2 en prolongation, il y a toujours eu du mental pour revenir puisqu'on a toujours couru après le score. Peu d'équipes dans l'histoire en auraient été capables. Et puis voilà, il y a eu Kylian Mbappé à seulement 23 ans, on s'en rend pas compte, mais à 23 ans, porter tout un pays, porter toute une équipe, porter toute une nation, inscrire 3 buts en finale de Coupe du Monde, c'est stratosphérique. Il termine meilleur buteur du tournoi avec 8 réalisations. Donc voilà, on se souvient de cette photo où Lionel Messi a le trophée de la Coupe du Monde dans les bras avec un énorme sourire et Kylian, lui, celui de meilleur buteur avec forcément la grise mine. Alors là, comme tu le dis, le petit sourire de Lionel Messi qui obtient enfin cette consécration ultime, c'était important pour lui de conclure. Bien sûr, il a terminé le jeu, il a terminé le game. C'était son dernier trophée qui lui manquait à sa petite armoire à trophées. Petite armoire à trophées, non, pour le coup, voilà, cette Coupe du Monde vient compléter un palmarès qui vient sûrement clore les débats malgré tout. Ça reste immense. Pendant des années, certains lui reprochaient de ne pas avoir remporté le mondial comme Maradona, mais le 18 décembre 2022, ce débat prend fin. Messi devient enfin champion du monde. Il est élu meilleur joueur du tournoi et surtout, il offre à l'Argentine sa 3e étoile après 78 et 86. Alors Nicolas, avec le recul, comment tu peux définir cette Coupe du Monde 2022 en quelques mots ? En étant amateur de football, je dirais qu'elle restera comme celle qui m'a procuré le plus d'émotions, ou du moins l'une de celles qui m'a procuré le plus d'émotions. Il y a eu des surprises, il y a eu des exploits, une équipe du Maroc qui a marqué l'histoire du football africain pour arriver à se hisser dans le dernier carré de la compétition et surtout en battant de grosses équipes comme le Brésil notamment. C'est quand même une belle performance. Et puis une équipe de France héroïque et une Argentine portée par je pense le meilleur joueur de l'histoire de ce sport, et puis surtout une finale qui pour beaucoup restera et considérera comme l'une des plus belles finales de l'histoire des Coupes du Monde. C'est une finale qui nous a tout offert, nous amoureux de football, et je pense même à ceux qui au final regardaient du foot pour la première fois. Quelle promotion pour le sport en fait. 2022 restera comme l'une des Coupes du Monde les plus marquantes de l'histoire, une compétition remportée par l'Argentine grâce notamment au but de Lionel Messi et d'Angel Di Maria en finale. Une finale entrée dans la légende grâce au triplé historique aussi de Kylian Mbappé. Une finale qui a rappelé à tous pourquoi le football reste le sport le plus populaire au monde. Merci Nicolas pour de ton association Une Maillot pour la vie. On est content de t'avoir eu avec nous, que tu nous partages tes souvenirs sur son angle un peu à toi de passionné de football, et puis ton analyse qui est toujours avec plaisir exceptionnelle. En tout cas, on est très heureux de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci à toi Laurent, et puis au plaisir de parler en espérant une victoire finale pour cette année. Désormais, tous les regards se tournent vers 2026, une Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec pour la première fois 48 nations participantes. Une nouvelle page de l'histoire du football est en train de s'écrire. Et d'ici là, prenez soin de vous et comme toujours, et si on parlait de sport ?